Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h30 sur les antennes de la télévision Top Benja et c'est l'heure de vous informer. Notre information, nous l'ouvrons en société. Les arriérés de salaire que rencontrent les employés du pays ne sont pas sans conséquence. Un constat de notre rédaction. 4, 6, 8, 12 mois d'arriérés de salaire, voilà le nouveau phénomène qui prend de l'ampleur au Gabon. Des travailleurs privés de leur salaire durant des mois, pourtant travaillant chaque jour. Une absence de manne qui n'est pas sans conséquence pour le bien-être et l'épanouissement du travailleur. Il y a des conséquences graves. Parmi lesquelles? Bon, il y a des AVC, il y en a qui perdent les couples qui se divisent, par exemple. Il y a les enfants parfois qui ne partent pas à l'école. Il y a plein de soucis. Il y a beaucoup de conséquences parce qu'il faut payer les loyers, il faut s'occuper des enfants, il faut faire pas mal de choses, s'occuper des enfants médicalement. Et si vous n'avez pas votre salaire, vous ne pouvez rien faire. Ça a causé beaucoup de conséquences dans les foyers. Il y a les femmes qui sont parties et qui ont abandonné le foyer et laissé même les enfants avec les maris. Ça a beaucoup causé des conséquences. Et face à cela, comment amener les riverains, les sociétés à revenir sur de meilleurs sentiments, à changer d'attitude? Les sociétés aussi dépendent aussi des gens de là-haut. Vous voyez, si c'est les gens de là-haut arrangent le problème et tout le monde est content. Merci monsieur. De rien. La société aussi dépend aussi des gens de là-haut. Vous voyez, si c'est les gens de là-haut arrangent le problème et tout le monde est content. Foyers brisés, déscolarisation des enfants, déguerpissement des locataires, suicide pour des raisons de non-paiement de salaire. Voilà à quoi sont désormais soumis de nombreux travailleurs depuis la chute du prix du baril de pétrole. Une situation qui tend à s'endurcir au fil des temps. Vivement que des solutions idoines soient trouvées afin de sortir le pays de cette situation économique qui devient une gangrène dans de nombreuses familles. Restons sur le sujet. Les conséquences de la crise économique que rencontre la société Satram n'épargnent aucun employé de la structure. Selon les dires du délégué du personnel, cette crise aurait déjà occasionné une 50aine de morts. La crise sociale qui secoue l'entreprise Satram n'est pas sans conséquences. Les salaires impayés depuis des mois à cause de sérieux dommages à ses pères et mères de famille, des arrêts de loyer impayés, manque de financement des études de leur progéniture et des soins médicaux, comme c'est le cas de cet ancien employé de Satram qui demande de l'aide des personnes de bonne volonté. Même les gens qui sont dans mon service, comme je suis au parc, au transport, je les ai donné les papiers, ils ont laissé les papiers, ils ont dit non, il faut garder les papiers, on ne prend pas ça. J'ai dit oh mon Dieu, moi-même bloqué, même à l'hôpital, on me dit que tu ne sors pas tant que tu ne payes pas. La facture était de 562 000. Cette crise sociale qui perdure depuis près de 2 ans au sein de l'entreprise ne favorise guère les employés. Et ces derniers gardent toujours espoir que la demande de redressement judiciaire adressée au président du tribunal de première instance de Port-Gentil ait une issue favorable. Voilà à quoi, il faut justement rappeler voilà à quoi sont soumis les employés de la société EGCA, du groupe EGCA et Satram. Nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous rappelons que la situation des employés de Satram atteint un paroxysme, que peut-être l'employeur n'arrive pas à mesurer les conséquences, les lourdes conséquences que subissent les employés. Et c'est comme ça, comme nous le disons, nous sommes aujourd'hui à près d'une 50aine de décès. Mais ces décès sont simplement dus à la non-assistance de la faute de l'employeur. On peut vous dire que nous avons un collègue qui se trouve aujourd'hui à la morgue. Les parents cherchent à tout prix depuis 2 semaines à rencontrer les membres de notre direction, mais qui ne font même pas fi. Et il a beau les appeler, personne ne décroche, il vient à la direction, il ne rencontre personne. On lui donne rendez-vous au nouveau port, il s'en va, personne. Mais les parents souhaitent sortir le corps au plus tard ce vendredi. Donc nous ne savons plus à quel sens se vouer, nous ne savons même plus à qui nous pouvons avoir affaire pour pouvoir discuter des problèmes de l'entreprise. La seule mesure aujourd'hui est de recourir à la justice. C'est la raison pour laquelle nous insistons, nous persistons sur le redressement judiciaire auquel nous avons fait recours. Aujourd'hui, nous avons encore des preuves que le cas social des employés de Satram est grave. Donc nous souhaitons que la justice ne tarde plus à prendre une décision, parce que sinon nous allons tous y passer. Nous sommes aujourd'hui voués à la question de savoir c'est à qui le tour. Nous avons des collègues qui ne font que décéder pour les mêmes conditions.
manque de moyens. Mais nous sommes dans une entreprise qui est certifiée ISO. Nous ne comprenons plus rien. Aucun interlocuteur en face de nous. Vivement que les plus hautes autorités du pays trouvent une solution pour éviter toute révolte, car les employés de SATRAM sont à bout. Le syndicat des agents des affaires étrangères est en grève illimitée. Ils revendiquent leurs primes de servitude diplomatique et des meilleures conditions de travail, mais aussi la mise en circulation de bus de transport. Le syndicat des agents des affaires étrangères, le SAE, remonte en créneau avec des revendications liées à plusieurs manquements au sein de la structure. Des revendications liées entre autres à des bus de transport non opérationnels, aux conditions de travail dans les bureaux, à la dégradation des bâtiments, pour ne citer que cela. Le mouvement de grève, comme vous avez pu le constater, c'est la reconduction du mouvement de grève que nous avons suspendu il y a quelques mois. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des avancées avec le ministre sortant, et qui nous a, dans notre cahier de charges, essayé d'élaguer certains points, notamment la mise en circulation de ces bus que vous voyez derrière vous qui sont aujourd'hui à l'arrêt pour cause de carburant. Nous avons eu la mise en marche des ascenseurs, nous avons eu l'établissement des cadres professionnels, nous avons eu la signature d'une convention avec l'école de préparation aux carrières administratives, l'EPCA. Parce que vous savez, avant il fallait faire un concours pour repartir à l'école. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce que nous avons obtenu est vraiment à l'arrêt. Parce qu'il y avait une deuxième vague de cartes professionnelles qui devait être octroyée aux agents. Malheureusement, avec le départ du ministre sortant, tout est aujourd'hui à l'arrêt. Et l'un des points qui nous amène vraiment, c'est comme vous avez pu le constater sur la banderole, c'est notre prime de servitude diplomatique. On rappelle, les revendications avaient déjà été exposées il y a plusieurs mois. Cependant, tous les points revendiqués n'avaient pas été satisfaits par la tutelle. Nous avons dit trop, c'est trop. Et vous voyez, aujourd'hui, nous avons les conditions de travail, je vous dis, une chaleur vraiment insoutenable dans les bureaux. Vous ne pouvez pas rester à cette heure-là dans les bureaux. Donc nous avons dit, trop, c'est trop. Nous sommes quand même un ministère de souveraineté. Donc nous avons dit, nous refusons jusqu'à nouvel ordre que toutes ces conditions soient remplies, surtout les conditions de travail, le retour et le paiement immédiat de notre prime de servitude diplomatique. Voilà les points sur lesquels nous n'allons pas transiger, parce que j'ai dit, sans la satisfaction de ces points de revendication, nous n'allons pas reprendre le travail. C'est ici une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, M. Noël Nelson Messon, de répondre aux besoins de son personnel qui débute le nouvel an dans une grève illimitée, faute de revendications non satisfaites. Le président directeur de Gabon Post, Michael Adondé, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a apporté un éclaircissement sur les nombreux problèmes auxquels cette structure bancaire est confrontée. C'est dans la salle de réunion de l'entité dont il a la charge que le président directeur général de Gabon Post, Michael Adondé, a tenu une conférence de presse. La rencontre avec les hommes des médias vise à élucider l'opinion publique sur les difficultés que rencontrait cette structure d'une part. La Poste a connu une crise, une forte crise de liquidité, obligeant donc les responsables, surtout de sa filiale bancaire, de fermer portes et guichets. Depuis lors, le propriétaire de la Poste, quel État, a réagi, a pris des dispositions importantes, des décisions courageuses pour préserver, disons, les intérêts de la clientèle, pour préserver les emplois et de voir dans quelle mesure, à la tête de la Poste, c'est-à-dire à la direction générale de la Poste, qu'il y ait des hommes qui puissent conduire ce plan de redressement. Après moult échanges, l'hôte de la dite rencontre a fait état de la dissolution de quelques filiales qui, à l'usure du temps, devenaient des charges, occasionnant les arriérés et penchant Gabon Post sur un banc de faillite. Fort de ce constat, ne pouvant plus répondre aux attentes de sa clientèle et face à l'urgence, un plan de redressement a été mis en place. Avec la nouvelle direction qui s'est mise en place depuis octobre 2015, un plan de redressement a été préparé
présenter aux différentes instances, conseil d'administration, assemblée générale, et puis également au gouvernement. Présent sur l'ensemble du territoire gabonais avec 50 points de vente, Gabon Post, au dire de sa direction, se dit tiré d'affaire. Sur ce, affaire à suivre. Déjà indexé dans l'affaire dite de biens mal acquis, face à la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo, l'association Sharpa est de nouveau mise en cause. Pour cette fois, l'association de défense des droits de l'homme est indexée pour son rôle auprès de l'homme d'affaires Mohamed Bouamoutou, un opposant du régime actuel mauritanien. On fait le point avec nos confrères d'Africa 24. L'association Sherpa au cœur d'une vaste affaire de corruption. Dans l'une de ses publications datée de septembre 2017, l'association dénonce des faits de corruption en Mauritanie. Le rapport est accablant et vise directement des autorités mauritaniennes et des proches du président de la République. Tous sont accusés de malversation financière. Mais seulement en janvier 2018, suite à une enquête du Journal du Dimanche, un journal français, on assiste à un rebondissement dans l'affaire. Le Journal du Dimanche pointe du doigt l'avocat William Bourdon de l'association Sherpa qui aurait reçu des versements financiers de l'homme d'affaires mauritanien Mohamedou Bouamoutou. Il fait partie d'un certain nombre de mécènes qui nous aident, mais nous ne l'avons pas attendu pour nous intéresser à la Mauritanie. Si l'association Sherpa est visée dans l'affaire, c'est parce que, suivant des documents des enquêteurs, plusieurs flux financiers auraient été enregistrés entre Sherpa et son mécène visant en priorité le financement d'une enquête en charge sur la Mauritanie. La preuve à l'appui du Journal du Dimanche, c'est un courrier daté du 23 janvier 2014, écrit par Bourdon, où il dit « Cher Mohamed Bouamoutou, cher Mohamed, je reviens vers vous pour les frais. Ils ne sont plus liés à l'affaire de la Mauritanie Airways, mais aux investigations menées par l'association Sherpa Sirkin Ross, une compagnie minière canadienne opérant en Mauritanie. Et d'autre part, pour l'enquête de la commission d'enquête citoyenne, il faut donc que tu fasses deux virements différents. Le premier de 50 000 € à Sherpa, dont tu as déjà les coordonnées bancaires. Au total, 100 000 € ont été versés à l'ONG à cette occasion. Donc, dans cette preuve où on entend un ton de familiarité entre les deux hommes, s'ajoute à toutes les autres que j'ai déjà citées. Pourquoi cet intérêt nouveau pour la Mauritanie et où était Sherpa pendant les années noires de la gouvernance en Mauritanie. Donc l'intérêt de l'ONG pour la Mauritanie n'a commencé qu'en 2013 lorsque le groupe BSA a constitué Maître Bourdon dans une affaire de faillite de l'une de ses filiales portée devant les tribunaux mauritaniens et a ensuite Maître Bourdon a été constitué également contre la direction des impôts suite à un redressement consécutif à la découverte d'une évasion fiscale dans laquelle avait trempé le groupe Bouamoutou. Sherpa, déjà indexé sur le bien fondé de ses actions et de manipulation de témoins dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis face à la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo, se serait bien passé de cette révélation sur le dossier de la Mauritanie. À quelques mois de la présidentielle au Cameroun, le social-démocrate Front Parti d'opposition se cherche un candidat. Si le vice-président Joshua Oshi a fait part de son intention, le patron de ce mouvement n'a pas dévoilé ses ambitions. Un duel sera départagé le 22 février 2018, date du congrès du parti. À 50 ans, Joshua Oshi, vice-président du Social Democratic Front SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, pourrait représenter son parti lors de la présidentielle qui devrait se tenir en octobre 2018. Son intention, il a affirmé au cours d'une conférence régionale du parti qui s'est tenue ce dimanche 28 janvier à Douala. Mais le doute persiste quant à la validation de sa candidature. Ni John Frondi, président national du parti, celui-même qui a conduit à 4 reprises son parti aux élections présidentielles, n'a pas encore clarifié sa position. Je pense qu'il faut absolument du sang neuf pour essayer de relever le défi du XXIe siècle, pour arriver ce pays au XXIe siècle. Nous avons un leadership aujourd'hui qui est complètement déphasé de réalité du monde d'aujourd'hui. Et donc, il est important, justement,
d'être dans cette posture-là et de dire s'ils ne veulent pas changer, il faut offrir quelque chose de tout à fait neuf, quelque chose de beaucoup plus en phase avec les réalités de notre temps. Le duel Frondi aussi n'est pas nouveau. Le premier, soutenu par les caciques du parti, n'a pas toujours apprécié les interventions médiatiques du vice-président qui lui ont permis de gagner en popularité auprès de l'opinion publique. En tant que président national du parti, il est tenu à soutenir tous les candidats du parti. Fait connaître mon intention d'être candidat à la candidature. Cela ne fait pas de moi encore un candidat. Et donc je pourrais réellement me mettre en position de campagne et de vanter les mérites de cette candidature une fois que cela sera fait. Donc, vous comprendrez volontiers que pour l'instant, il faut rester dans le cadrage de la discipline du parti. Nous ne parlons pas en ce moment de faire campagne. Nous donnons juste des indications quant à notre volonté de nous porter candidat. Il faudra donc attendre la tenue du congrès national du parti dès le 22 février prochain, congrès au cours duquel seront organisées des primaires pour être fixés sur la candidature du SDF à la présidentielle. Au Tchad, le ciment n'aura jamais connu un prix aussi bas depuis 1990. Malgré les aménagements infrastructurels et fiscaux du gouvernement, le prix a toujours culminé à 9 000, désormais à 7 000 francs CFA. Cette baisse est reliée à l'implantation d'une nouvelle cimenterie. Le prix du ciment est en baisse de 15% au Tchad. Le constat se fait sur les marchés où son coût est passé de 11 000 à 7 000 francs CFA au courant de la semaine écoulée. Si l'on évoque la baisse du pouvoir d'achat des Tchadiens pour justifier cette chute du prix du ciment, un deuxième facteur pourrait en être la cause. En effet, le géant marocain du ciment CIMAF vient d'ouvrir une usine de production à la Madji. Celle-ci a une capacité de production de 500 000 à 1 million de tonnes de ciment par an. L'implantation de CIMAF au Tchad pourrait, selon des observateurs, réduire le coût du ciment à 6 000 francs CFA. Cette hypothèse pourrait être confirmée si l'État applique une taxe forfaitaire de 1 200 francs CFA. La pression fiscale du Tchad est autour de 7%, très faible. Donc là, s'il y a une taxe forfaitaire sur le ciment, ça pourrait arranger ou relever le niveau de pression fiscale pour pouvoir aider la collecte des recettes fiscales pour aider les finances publiques. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, taxe forfaitaire pourrait déjà aider à ce que le ciment soit vendu à un prix quand même raisonnable. Le ciment CIMAF apporte une solution au déficit de production de la Société nationale du ciment. La cimenterie nationale ne couvrait jusqu'ici que 20% de la demande en ciment du pays. Le pourcentage restant était comblé par les importations en provenance du Cameroun et du Nigeria voisin. La nouvelle cimenterie rendra parallèlement effective la libéralisation du prix du ciment au Tchad. La libéralisation aide le consommateur. L'industrie de la cimenterie est détenue par une seule société. Il y a le risque de monopole. Là, il y a le monopole. L'entreprise peut décider d'augmenter le prix à son gré. La cimenterie de la Madji seule pourra combler les besoins en ciment du Tchad, estimés à 700 000 tonnes par an. Sa production rapportera une assiette de 2,4 milliards de francs CFA à l'État. En définitive, la baisse du prix du ciment aura un impact direct sur l'accès à la propriété immobilière du Tchadien. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de nos programmes et à demain.